Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va essayer de comprendre un petit peu ce que sont ces soi-disant nouveaux pétroles et nouveaux gaz, ces nouveaux hydrocarbures, les replacer un peu dans leur contexte historique et dans leur contexte géologique, puisqu'ici j'ai la chance d'avoir des gens dont beaucoup, si j'ai compris, sont géoscientistes. Donc, on va voir le sujet en deux parties, rappeler quelques fondamentaux sur les énergies primaires et la place là-dedans des hydrocarbures, essayer de définir ce que sont les gaz et pétroles de roche-mère, c'est leur vrai nom pour les géologues. Le de schiste est une mauvaise traduction de shale, mais maintenant le terme est accepté et on ne peut plus en imposer un autre. Qu'est-ce que c'est au point de vue réservoir? Rentrer plus en détail dans leur genèse et dans leur piégeage tout à fait particulier. Et du fait de ces caractéristiques particulières, comment est-ce qu'on peut les produire? Quelles sont les technologies aujourd'hui, demain? Et puis, quels sont les problèmes spécifiques en regardant les aspects environnementaux? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va rentrer plutôt dans le développement, l'économie et un peu la politique. On regardera les États-Unis, l'Europe. Selon le temps, vu l'heure qui sera à ce moment-là, on regardera le cas de la Russie, qui est un cas tout à fait intéressant. Et puis, la fin de la deuxième partie, c'est au fond, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Quel lien entre ces nouveaux hydrocarbures, les chutes du prix, du gaz d'abord, de l'huile ensuite, et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour l'avenir aux États-Unis et hors des États-Unis? Voilà. Revenons aux fondamentaux. Ah merde, j'appuie dans le mauvais sens, pardon. Oui, vous savez que nos énergies primaires, depuis maintenant 30 ans à peu près, le pourcentage d'énergie carbonée et non carbonée n'a presque pas changé, alors qu'il y a presque 30 ans qu'on sait qu'on a un problème climatique. Alors, il a fallu 10 ou 20 ans pour convaincre, je dirais, les 95% de la communauté scientifique. Il y a toujours des gens pas complètement convaincus qu'il y a un problème anthropique. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est de voir qu'en fait, on est resté à 83% d'énergie fossile, donc carbonée, charbon plus pétrole plus gaz, et 17% d'énergie non carbonée, nucléaire et renouvelable, et que ces pourcentages sont à peu près fixes depuis pratiquement 30 ans. Alors, ça, c'est je dirais, l'idée majeure à retenir. Autre idée, c'est qu'à l'intérieur des énergies carbonées, la situation s'est aggravée ces 10 dernières années, parce que celui qui est le plus monté en puissance, c'est le charbon, qui a cru, en gros, retenez 5% par an sur les 10 dernières années, le gaz 2,5% et le pétrole 1,5%. Donc on voit que c'est celui qui émet le plus de CO2 qui croît le plus. Donc en tant qu'émission de CO2, ce n'est pas un pourcentage fixe, on a un pourcentage fixe d'énergie fossile, mais un pourcentage croissant d'émissions de CO2. Si on regarde maintenant les énergies primaires, commerciales, le mot est important. J'ai enlevé tout ce qui est biomasse non commerciale qui pollue les bilans inutilement. On voit qu'aujourd'hui, c'est à peu près sur les 17, 9%, 9 à 10% de NR, dont essentiellement la grande hydraulique, les 2/3 de grande hydraulique, hein, et le nucléaire qui pèse presque autant que la grande hydraulique. Aujourd'hui, on dirait 7 pour la grande hydraulique, 3 pour le reste, donc vous arrivez à 9 ou 10 et 6 pour le nucléaire. Alors, si vous prenez les statistiques officielles, genre Agence de l'énergie, ben, vous aurez des chiffres un peu différents parce qu'ils ont des conventions de conversion qui, en fait, donnent une image faussée, c'est-à-dire qu'un térawattheure nucléaire ne pèse pas la même chose qu'un térawattheure fossile ou hydraulique. Donc ça, ce sont des problèmes de spécialistes. Certains d'entre vous sont déjà tombés sur ces problèmes. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que les législateurs
clairement n'ont pas la maîtrise de ces problèmes, et on voit très bien, dès le Grenelle de l'environnement, pour ne pas attaquer la majorité politique actuelle, le Grenelle c'était avant, eh bien, on a sorti des lois aberrantes sur le chauffage, qui en fait recarbonent le chauffage en France au lieu de continuer à le décarboner. En clair, c'est une loi plus antinucléaire qu'anti-carbone, et la nouvelle loi de transition énergétique, on a changé de majorité, suit le même axe. Alors tout ça, on peut dire, bon, mais c'est les politiques, au fond, ils ont le droit. Par contre, quand on interdit la recherche, ce qui vient de vous être rappelé, là, on passe une ligne rouge, à mon avis, fondamentale. Donc, je souligne ces problèmes, même s'ils ne sont pas au cœur de ce que je vais raconter aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de un peu terrible avec les hydrocarbures, c'est que des choses qu'on croit très simples, comme par exemple le concept de production annuelle, ben, c'est pas simple du tout. Il y a plusieurs façons de définir le mot pétrole. Et par exemple, non pas l'AIE, qui n'est pas l'organe compétent sur les productions, mais l'EIA américaine, l'Energy Intelligence Administration, elle a 3 définitions et donc suit chaque année le pétrole avec une définition très restrictive. Le pétrole au sens le plus étroit du terme, c'est la courbe bleue du bas. Et vous voyez l'échelle. Donc en bleu, aujourd'hui, on est à 75 millions de barils de jour. Vous avez une courbe mauve intermédiaire, puis la courbe avec la définition la plus extensive, la verte, et là, on est à 90, 91. Eh bien, même ce chiffre supérieur, il est inférieur au chiffre de l'AIE, qui, elle, ne prend dans la production également les synthétiques, gas to liquids, biomass to liquids, les biocarburants, coal to liquids, le charbon donnant naissance à du carburant synthétique. Vous voyez donc qu'il n'y a pas une définition unique de ce qu'est le pétrole et de ce qu'est la production pétrolière. Et quand on prend des chiffres, il faut savoir lesquels on prend et être cohérent dans ce qu'on va utiliser. Également pour les réserves, on trouve une extraordinaire hétérogénéité entre les chiffres officiels. Qu'est-ce que c'est que des réserves prouvées? On ne va pas faire un cours là-dessus. Et vous avez par exemple là 2 courbes très significatives, celle des réserves prouvées mondiales en marron, la courbe du bas, qui continue à monter très fort, et puis celle des réserves telles que les voient les spécialistes qui s'occupent des problèmes de pic de production mondiale. Et vous en avez une qui est en pleine croissance et l'autre qui est en décroissance. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement que l'officiel, celle dont dispose tout le monde, y compris le monde universitaire, tous les transferts de choses qui étaient connus, découverts depuis longtemps, comme les sables de l'Orénoque, les sables de la Tabasca en Canada, dès qu'on met les projets, donc ils viennent prouver, hop, on les ajoute, alors qu'ils sont connus depuis très longtemps. Et puis, de même, toutes les révisions sur les anciens gisements s'ajoutent comme des nouvelles réserves. Alors que la courbe verte, on ramène toutes les révisions à la date de découverte. Ça permet de voir finalement, est-ce qu'on découvre plus qu'on consomme ou moins qu'on consomme? Et ça, c'est la courbe verte qui vous le dit. En fait, depuis maintenant 15 ans, on découvre à peu près moitié moins que ce qu'on consomme. Et ça, c'est totalement masqué dans la courbe marron. Donc, pas si facile de savoir, quand on utilise le chiffre réserve, de quoi on parle. Et je ne parle pas des réserves potentielles, ultimes, etc. Je parle uniquement en réserve prouvée. Rien que ce concept, il n'est pas un concept simple. Alors, c'était déjà compliqué avec les réservoirs classiques, les pétroles conventionnels. Quand on va faire rentrer là-dedans une nouvelle catégorie relativement récemment apparue, retenez par... Ça se développe réellement pour le gaz il y a 10 ans, ça se développe réellement pour le pétrole il y a 5 ans. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux pétroles dits de schiste, ces nouveaux gaz dits de schiste? Alors d'abord, on va essayer de cadrer un peu le problème et on va regarder un bilan schématique monde et USA 2014. On voit que les USA ont produit 700 milliards de mètres cubes de gaz net. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que le gaz net? C'est tout ce qui sort des puits, moins ce qu'on va réinjecter, moins ce qu'on va torcher, moins ce que les traitements vont enlever. C'est le gaz qui réellement rentre dans les pipelines. Donc vous avez 840 gaz mesurés à la sortie des puits pour 700 de gaz net. J'ai mis les équivalents en TCF. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là-dedans, eh bien, une grosse partie
c'est déjà du shale gas, presque 300 sur les 700. En fait, si vous faites shale gas plus TS gaz, ça fait beaucoup plus que ça vous fait 400, 420 sur les 700. Donc vous voyez qu'on a d'ores et déjà plus de la moitié du gaz américain, alors que ces gaz sont tout récents, qui sont des gaz de schiste ou assimilables à des gaz de schiste. Alors, si on regarde maintenant à l'échelle mondiale combien ça pèse, eh bien, on voit que sur un total mondial de 3400 gigamètres cubes, on a presque 700 gigamètres cubes, c'est-à-dire la taille de la production US, donc 400 qui viennent des US et presque 300 qui sont d'ailleurs, un peu plus de 400 aux US et un peu moins de 300 ailleurs, eh bien, ça fait 20% de la production mondiale qui sont des gaz de formation compacte et largement des gaz de roche-mère. Voilà. Si maintenant on regarde les non carbonés, on va laisser tomber, ça on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'atypique, de nouveau dans ces gaz et ces pétroles? On va d'abord regarder quelques chiffres. Production aux US, on voit qu'elle avait une production totale de pétrole, il y a simplement 5 ans, qui était de 7,5 millions de barils jour. Qu'à ce moment-là, ça représentait, il y en avait que 0,5 qui étaient des nouveaux pétroles. LTO, ça veut dire Light Tight Oil, c'est une autre façon de définir ces pétroles de schiste. On voit que ça représentait 40% de la consommation US, donc ils importaient 60%. 5 ans après, le panorama a changé radicalement. Les USA ont produit 12 millions de barils jour, numéro 1 mondial en 2014, presque ex aequo avec l'Arabie et la Russie, mais numéro 1 mondial en 2014. Sur ces 12, 4,5, donc un gros tiers, ce sont des shale oil, ou LTO. Ça veut dire qu'ils produisent 60%, qu'ils importent 40%. Donc vous voyez, c'est un changement non seulement économique, mais stratégique majeur. La baisse de dépendance des US au monde extérieur, et en particulier au Moyen-Orient, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête si on veut comprendre la politique américaine au Moyen-Orient, y compris la politique militaire. Voilà quelques chiffres qu'il faut avoir en tête. Deuxième série de chiffres à avoir en tête, c'est le caractère atypique au niveau, je dirais, des taux de déclin et des taux de récupération. J'ai forcé un tout petit peu, caricaturé un tout petit peu pour arrondir les chiffres et les rendre plus frappants. Si vous prenez les taux de déclin annuels, eh bien, sur les gisements à terre américains conventionnels, la grande majorité est évidemment mature ou très mature, c'est des taux de déclin de l'ordre de 50% par an. Quand vous prenez un puits en formation roche-mère ou équivalente, la première année, vous perdez 50%. Donc, vous avez des taux de déclin d'un rapport de 1 à 10. Et si on regarde le taux de récupération ultime sur la vie complète du champ jusqu'à son arrêt, bien, on voit qu'aux États-Unis, on est sur une espèce de courbe qui va vers une asymptote à 50% de taux de récupération, alors que sur les shale oil, pour l'instant, l'asymptote semble être de l'ordre de 5% de taux de récupération. Donc vous voyez cette extraordinaire différence, aussi bien en taux de déclin qu'en taux de récupération, entre gisements conventionnels et gisements de production à partir des roches-mères. Alors, partout, on vous montre les mêmes cartes de dépôts de roches-mères. En fait, c'est tout simple. Dès que vous avez des gisements conventionnels, qui soient à pétrole ou à gaz, vous avez forcément en dessous une roche-mère qui les a générés. Donc la carte des roches-mères, ben, vous prenez l'enveloppe de la carte des gisements mondiaux et vous avez la carte des roches-mères matures à huile ou à gaz. Alors là, c'est la deuxième notion clé. Vous savez tous, j'imagine, ce que c'est que des roches-mères. C'est les roches qui se sont déposées à 99% en milieu marin, qui étaient riches en matière organique qui a été préservée, donc en milieu non oxydant,
et qui s'est déposé en fin litage. Je vous ai montré là deux exemplaires, un qui vient du Jura français, l'autre du Colorado. Et quand vous avez suffisamment d'épaisseur de roches riches en matière organique et dessus de dépôts successifs qui sont venus par la suite, au bout d'une certaine épaisseur et d'un certain temps, eh bien, vous rentrez dans ce qu'on appelle la maturation de cette roche-mère, c'est-à-dire que la matière organique du départ se sera transformée en kérogène, puis, à partir, on va dire, de 1500 mètres d'enfouissement et d'une température de X, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ça va vous donner du pétrole, puis quand ça continue de s'approfondir, que la température et la pression continuent de monter, ça génère du gaz, avec évidemment une transition où vous avez une phase relativement importante où ça génère à la fois du gaz et du pétrole. Donc, ça, c'est des roches-mères non matures. Ces roches-mères non matures, ça a été exploité à grande échelle au XIXe siècle. L'industrie pétrolière, en fait, a commencé avec ces roches-mères qu'on a produites, mais comme ce n'est pas encore du pétrole, c'est du proto-pétrole, il faut les extraire en carrière, les broyer, les calciner, et vous obtenez un équivalent pétrole. En fait, retenez que c'est à peu près en 1900 que la production de pétrole, au sens où on entend ce terme aujourd'hui, devient équivalente, et après ça bien supérieure, à celle des pétroles de roche-mère. Alors tout ça, c'est oublié évidemment dans l'histoire complètement. Un petit détail quand même, en France, on a produit jusque vers 1960 les fameux schistes d'Autun, qui sont en fait, se rattachent à ces familles-là. Donc ça a duré, ça s'est presque terminé à la fin du 19e siècle, mais il y a eu des endroits où ça a duré beaucoup plus longtemps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et parfois après. Ce dont on parle aujourd'hui, pétrole et gaz de roche-mère, c'est bien évidemment donc des pétroles et gaz de roche-mère matures, qui n'ont rien à voir avec ça, sauf qu'on a évidemment un vocabulaire qui n'est pas très heureux, puisque ça s'appelle les oil shale et que les nouveaux, ça s'appelle les shale oil. C'est comme ça, c'est comme l'AIE et l'EIA, et que chacun se traduit, on change l'ordre des lettres en anglais, donc vous avez 4 fois les mêmes lettres dans des ordres différents pour désigner les mêmes choses. Et bien là, notre industrie réussit en communication le chef-d'œuvre d'être inaudible avec ce genre de terminologie. Alors ça, je vous le présente uniquement, je dirais à titre anecdotique. L'EIA, pourtant, il y a beaucoup de gens compétents en matière de géologie, géophysique, production. C'est l'inverse de l'AIE, où il n'y a personne de compétent dans ces domaines. Il n'y a pas un géologue, il n'y a pas un géophysicien, il n'y a pas un producteur à l'AIE. Ça ne les empêche pas de publier des prévisions sur les productions et tout. Ils sont totalement incompétents. Ce n'est pas dans leur sphère de compétences. Mais ça ne les empêche pas de publier. Ils vont chercher ailleurs. Alors, ils vont chercher, entre autres, à l'EIA. Et l'EIA, curieusement, s'est amusé à modéliser à peu près toutes les roches-mères connues et puis mettre des chiffres. Et là, c'est une catastrophe. Comme ils sortent des chiffres qui sortent de l'ordinateur, il y en a 4 significatifs, alors que le premier n'est pas significatif. Donc, méfiez-vous, ce n'est pas parce que des gens qui ont un nom prestigieux publient des choses que ça veut dire quoi que ce soit. Je vais prendre un exemple. Par exemple, ils ont fait les différentes roches-mères américaines. Ils ont trouvé des grosses réserves en Californie, c'était il y a 5 ans. Puis il y a 4 ans, ils ont décidé que non, en faisant retourner le modèle, il ne sortirait rien d'économique des roches-mères de Californie. Ils ont déclassifié 99% des réserves californiennes qui n'existaient plus l'année d'après. Donc vous changez un paramètre, clac, ça disparaît. Et ça ne vous empêche pas de donner 4 chiffres. Donc n'utilisez jamais ces chiffres, ils n'ont aucun sens. On verra après pourquoi ils ne peuvent pas avoir de sens. Il serait impossible, même avec tout l'argent de la planète et toutes les méthodologies, de donner un sens à ces chiffres. Donner un ordre de grandeur, une fourchette. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors là, je vais vous montrer 1 ou 2 exemples, c'est pour les géoscientistes, d'endroits où on voit bien le phénomène de la maturation. Là, j'ai pris le play américain le plus prestigieux aujourd'hui. Jusqu'à l'an dernier, on disait que c'était le Bakken, c'était le North Dakota qui était
ce que tout le monde regardait. Mais aujourd'hui, les gens qui gagnent de l'argent, c'est essentiellement dans le play de Legal Ford. Et là, vous voyez que vous avez 3 zones. Une zone peu enfouie en vert. Et là, tous les puits que vous ferez, vous êtes dans la fenêtre à huile. Ça va vous donner que de l'huile, pratiquement sans gaz associé. Tout à fait à l'autre extrême, en orangé, vous êtes au contraire dans la fenêtre du gaz sec. Tous les puits que vous ferez vous donneront du gaz sec. Et puis en rose, eh bien, vous avez du gaz de plus en plus humide qui fait la transition entre l'orangé et le vert. Vous voyez donc que tout est une question de profondeur d'enfouissement pour expliquer la maturation. Si vous prenez le bassin parisien, vous connaissez tous la structure en assiette empilée de structure bassin parisien. Ben, la zone la plus mature, c'est le centre. Et effectivement, dans le bassin parisien, les seuls gisements qu'on a trouvés, ils sont dans le centre, autour de Paris, la Seine-et-Marne, la forêt de Fontainebleau, etc. C'est de l'huile, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas un seul gisement à gaz dans ce cœur de bassin parisien. Ben, on est dans la crude oil window, l'équivalent du verre ici. Et donc, on ne trouvera pas de gaz dans le cœur du bassin parisien. C'est aussi simple que ça. Prenons un autre qui a la même structure, c'est la Grande Roche-Mère de l'Argentine, sur laquelle il y a maintenant à peu près 300 ou 400 puits, avec de bonnes productivités. Eh bien, on voit le même empilement, mais là, ça se présente à l'inverse. La zone qui a été la moins enfouie, c'est la zone verte. On est un peu dans si vous voulez, dans une structure empilée comme le bassin parisien, la zone jaune intermédiaire, la zone rose, qui est la zone de gaz sec qui est au centre. Si le bassin parisien avait été 1000 mètres plus enfoui, eh bien, on aurait exactement ça dans le bassin parisien. Voilà. Alors maintenant, ces réservoirs, on a vu tout à l'heure que les taux de déclin y étaient totalement atypiques, les taux de récupération y étaient totalement atypiques. Pourquoi ? Pourquoi ? Avant de donner une réponse un petit peu théorique, chiffrée, regardons l'histoire. L'histoire est pleine de paradoxes. Je vous ai dit que les premiers pétroles qu'on a produits venaient de roche-mère, mais de roche-mère non mature. Eh bien, le premier gaz qu'on a produit, il venait d'une roche-mère. Alors évidemment, on n'en savait rien du tout. Le concept de roche-mère n'est devenu clair que dans les années 60. Donc là, on est en 1820. Et la première exploitation commerciale de gaz, c'était du gaz de roche-mère avec des très faibles débits. Fredonia, c'est pas très loin de New York, sur en Pennsylvanie. Et pourquoi ça a pu être économique ? Parce que ça remplaçait un produit qui, en valeur actuelle, vaut à peu près $2000 le baril. C'était de l'huile de baleine pour l'éclairage. Et cette société, la société Fredonia Gas Company, elle a été créée en 1825 et elle a fonctionné pendant plus de 50 ans. Et on a toute la documentation là-dessus. Après, il y a une chose assez intéressante, ça a été des découvertes dans les fin des années 1920, dans le Kentucky. On a trouvé une formation, il y avait beaucoup de gaz en place, mais il sortait très très mal. On a compris tout de suite que ces débits très faibles, c'était pas économique, et on a compris tout de suite qu'il fallait essayer de fracturer, si on avait une chance d'augmenter les débits. Et on y est allé à la nitroglycérine, la dynamite. 10 000 puits qu'on a fracturés, donc ce n'est pas 2-3 puits d'essai. Et effectivement, on avait des productions légèrement économiques, sinon on n'en aurait pas foré 10 000. Là, c'est des shale oil du Dévonien. Et puis, un peu avant les années 80, dans le synclinal de l'Alberta, on a commencé à produire des tailles de gaz. Et à chaque fois, dans toutes ces expériences historiques, on butait sur le fait que les débits étaient trop faibles parce que la formation était trop compacte. Eh bien, on a exactement la même histoire pour le pétrole. Vous avez eu du shale oil qui a commencé à être produit un petit peu dans l'ouest du Texas dans les années 50. Vous en avez eu en Sibérie dans les années 60. Alors, dans les années 60, on est au sommet de la puissance soviétique. Et les soviétiques se sont dit, c'est pas croyable ça, on a une énorme roche imprégnée sur des grandes surfaces. En fait, ils ont la plus grande roche-mère continue au monde, le Basunov, qui fait la surface de la France, 500 000 km².
Et ils se sont dit, on va arriver à fracturer ça. Ils sont allés à la bombe atomique. Et puis à la troisième bombe atomique, ils ont arrêté parce que ça donnait rien du tout. Ça donnait des tout petits débits très radioactifs. Et pour une raison toute simple, c'est qu'on vitrifiait tout. Et on pensait qu'il y aurait une fracturation à l'extérieur de la zone vitrifiée, mais ça ne marchait pas. Voilà, mais c'est pour vous dire que l'idée qu'il fallait fracturer, elle n'est pas originale, elle est parfaitement instinctive pour n'importe qui. On a commencé en fait les premières fracturations hydrauliques pour créer de la réserve, pour augmenter les récupérations dans les années 80, en Californie justement, ces fameuses réserves dont on vient de déclasser 99% des chiffres publiés. Donc à chaque fois, on a bien vu que c'est un problème d'économie, comme d'économie, c'est un problème de récupération. Bon, on va passer les récupérations, les schémas système conventionnel, système non conventionnel. Je vous ai dit l'essentiel. Ce qu'on va regarder, c'est à quoi ça correspond sur un paramètre clé qui est la perméabilité. Eh bien, vous voyez, les réservoirs conventionnels, c'est entre 1 millidarcy et 1 darcy. Vous savez tous ceux qui font des géosciences, ce que c'est. On va pas revenir sur les définitions. Et en fait, les moins bons de ces réservoirs, ben on est presque dans les caractéristiques de tuiles ou de briques. Et dans les shale oil, shale gas, on a des caractéristiques de perméabilité plus mauvaises que de la brique ou de la tuile. On est nettement en dessous du millidarcy, on est en moyenne dans le micro-darcy, et pour les pires, on s'approche du nano-darcy. Alors là, on est dans du compact absolu, on est dans du sel et en équivalent perméabilité, c'est-à-dire quelque chose de les plus imperméables des roches naturelles qu'on connaisse. Vous voyez donc ces deux domaines, je dirais pratiquement disjoints, alors évidemment il y a des cas intermédiaires, entre ce qui est conventionnel et non conventionnel sous l'angle de la perméabilité, et c'est ce qui explique toutes les caractéristiques. C'est une autre façon de présenter les choses. Là, vous avez une échelle log, et vous voyez que quelque chose de très perméable, un très bon sable, bien, les pores ont la taille d'un cheveu humain, et puis ben, vous ajoutez 4 ou 5 zéros quand vous tombez dans les réservoirs de roche-mère. J'ai été volontairement long sur ces caractéristiques fondamentales parce que tout le reste en découle. On va aller plus vite, évidemment, sur la suite. Alors, le problème de l'explorateur, c'est finalement de repérer ces zones favorables, donc des roches-mères matures, mais qui soient également fracturables, et où les fractures, on va pouvoir les laisser ouvertes. Et il y a une façon de représenter ça, c'est un diagramme. Vous voyez les teneurs en argile, en carbonate, en silicate. Eh bien, vous voyez que s'il y a trop d'argile, il y a tout un domaine où ça ne sert à rien, parce que même s'il y a des hydrocarbures, vos fissures se refermeront, parce qu'il y a trop d'argile. Et puis, par contre, si vous avez un mélange en dehors de cette zone argile et clastique ou autres minéraux non argileux, eh bien, vous pouvez avoir des plaies très, très différents. Certains seront essentiellement carbonatés, d'autres seront essentiellement siliceux, des sables, un mélange de sable, d'autres seront mixtes, d'autres seront dolomitiques, etc. Bon, évidemment, l'idéal, l'arme absolue un jour, c'est que depuis la surface, d'arriver à déterminer si on a le bon mélange pour savoir ce qui sera fracturable ou pas, c'est-à-dire de repérer les autres qu'on appelle les sweet spots, ceux qui seront économiquement intéressants. Alors aujourd'hui, la géophysique, c'est une aide, ce n'est pas un moyen de trouver directement ces zones réellement opérationnelles. Dans la pratique, comment on s'y prend? Vous voyez, je vais essayer d'utiliser ce... Ouais, non. Ah, pardon. Vous avez la roche-mère. Vous forez verticalement jusqu'au niveau de la roche-mère. En général, on exploite les roches, celles qui sont en profondeur supérieure à 1200 ou 1500 mètres, pour être sûr d'être loin de tous les aquifères utilisables ou utilisés ou utilisables un jour par l'homme. Vous faites un puits horizontal. Pourquoi horizontal? Parce que si vous le faites vertical, la longueur du contact avec votre réservoir très peu perméable, elle fait quelques dizaines de mètres.
alors qu'en horizontal, vous pouvez faire 1000 ou 2000 mètres de contact. Donc la surface de contact est évidemment proportionnelle à la longueur du contact, et vous passez de quelques dizaines à 1000, 2000. Voilà la raison. Deuxième chose, stimulation. Sur une hauteur de quelques dizaines de mètres, vous pourriez placer un ou deux niveaux de fracturation, 3 à tout casser. Sur 1000 mètres, vous pouvez en placer 10 ou 20, et sur 2000 mètres, le double. Donc, on change la longueur de contact et le nombre, évidemment, de points à partir desquels vous pouvez fracturer la formation. Bon, une fois que vous avez fracturé, ou pendant que vous fracturez, pardon, vous injectez, pour fracturer, un mélange d'eau et de solide, ce qu'on appelle des propants. Bon, évidemment, pour que le solide soit stable dans l'eau, il faut que cette eau elle soit un peu gélifiée. Donc vous avez un certain nombre d'additifs qui permettent d'assurer ce mélange sans que le sable se retrouve au fond du trou immédiatement. Comment ça se présente en écorché? Bien, vous voyez, on fait des nappes de puits dans la formation de roche-mère. Et on veut essayer en surface d'avoir l'impact minimum, donc on va grouper le plus possible les têtes de puits par cluster ou pads. En français, groupe de puits, je ne vois pas qu'il y ait de meilleurs termes. Voilà. Alors pour ceux qui ont déjà vu des schémas sur comment on produit les ultra-lourds de l'Orénoque, eh bien c'est la même chose. Pour des raisons différentes, c'est que c'est pas le réservoir qui est de mauvaise qualité, c'est l'huile. Elle circule très mal parce qu'elle est très visqueuse dans l'Orénoque. Eh bien, on fait des nappes de puits dans les niveaux de sable de l'Orénoque. C'est la même approche. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais alors, vous mettez de la pression hydraulique pour fracturer, vous ne savez pas où ça va aller, vous risquez d'envoyer vos produits d'injection n'importe où. Ben, ce n'est pas vrai. Vous pouvez savoir, et vous le faites sur quelques puits tests, exactement quelle est la géométrie de vos fractures, à quelle distance elles vont se propager par rapport au point d'injection. Et ça, vous le faites en fait de la microsismique, c'est-à-dire que dans des puits tests, vous allez descendre des capteurs, des petits sismographes, un peu les mêmes qu'en sismique traditionnel, et à partir de ces microcapteurs, ils vont enregistrer les ondes de choc. Une fracture, c'est des ondes de choc qui se propagent, et la dernière, c'est celle qui est au bout de la fracture. Vous mesurez tous les temps de retour, un peu d'ordinateur, et vous faites la géométrie de vos fractures. Vous déterminez la géométrie. Voilà, vu d'en haut, un puits analogue où on a testé différents modes de fracturation pour voir les différents modes de propagation de ces fractures. Alors, l'environnement, on le traitera essentiellement dans les questions. C'est le problème que tout le monde a mis en avant. À mon sens, on va le passer dans l'exposé pour le garder pour les questions. C'est le moindre des problèmes. Ce sont des hydrocarbures à faible pression, faible débit, en général de bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de contaminants. Ce n'est pas comme le gaz de lac avec de l'H2S. Ce sont des gaz et des pétroles, je dirais, parmi les moins agressifs sur le plan de l'environnement. Et c'est un dossier qui a été mis en avant pour des raisons mystérieuses, essentiellement l'émotion créée par un film qui s'appelle Gazland, qui continue à passer en boucle sur Arte, alors que c'est un faux. Les robinets qu'on voit flamber, ça a été filmé ailleurs, et M. Josh Fox, le gars qui a fait ce film, est en justice en ce moment parce qu'il avait eu un prix de documentaire. Ce n'est pas un documentaire, c'est un montage. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement innocent. Et on va y venir. On va passer tout ce qui est la partie classique pour revenir à des raisons qui, à mon avis, peuvent justifier des oppositions et qui ne sont pas celles qui sont mises en avant, je dirais, par les mouvements écologistes. Alors d'abord, si c'est un pétrolier comme moi, mais qui est un vrai pétrolier, qui est encore dans le métier, il va vous dire, attendez, circuler, il n'y a rien à voir. Il va vous montrer un appareil de forage, en phase de forage, et effectivement, c'est un appareil moyen, pas très lourd, puisqu'il va forer à 2000-2500 mètres, entre 1500 et 2500 en général. Et effectivement, pendant la phase forage, je pourrais dire,
C'est ce qu'on avait dans le bassin. On a eu 2000 puits comme ça dans le bassin parisien, dont quelques centaines produisent encore aujourd'hui. Donc, rien à voir. Par contre, si vous êtes un adversaire, vous allez montrer cette photo-là. C'est 10 jours après. C'est quand vous fracturez. Et là, il faut amener 2 ou 3 piscines olympiques d'eau. Si vous les amenez par camion, ça fait des milliers de camionnages. Faites le calcul, vous êtes aux alentours de 2000 camionnages. Vous amenez le sable ou le propane que vous allez injecter. Vous amenez les compresseurs qui sont montés sur skid, sur camion. Tout ça vous fait un cirque industriel très, très impressionnant. Et si vous avez une propriété dans le coin, effectivement, pendant le temps où on va forer les puits qui sont près de chez vous, vous n'allez pas beaucoup dormir et tous vos chemins seront défoncés. À mon avis, le vrai problème, il est là. C'est un problème de nuisance massive pour l'environnement immédiat. Ce n'est pas un problème de danger. Ça, je n'y crois pas une seconde. On a 100 000 puits aux US. Il y a 0 mort, donc arrêtons. Si les autres énergies étaient aussi peu mortelles, on serait très heureux. Elles sont toutes nettement plus mortelles que ça. C'est un problème de nuisance et donc de législation, de compensation pour les gens qui subissent les dommages, les communes, la région, les propriétaires, etc. Il y a tout un système à mettre au point qui n'existe pas dans la plupart des pays. Aux US, les propriétaires du sol étant propriétaires du sous-sol, c'est le seul endroit au monde, eh bien la compensation, elle est immédiate. Ils touchent une partie des revenus. Mais c'est les seuls au monde à avoir ce type de droit minier. Nous, on a un droit napoléonien qu'on est arrivé à vendre, entre guillemets, à tout le reste du monde. Donc c'est un droit français qui régit l'ensemble du monde, sauf les US. Alors pour vous montrer que le côté risque n'est pas un vrai problème, ça, c'est l'aéroport de Dallas. L'aéroport de Dallas, c'est une communauté qui a le droit à son emprise, à l'aéroport, et elle a donc le droit au sous-sol. Elle a concédé ça. Et là, vous avez des têtes de puits en bord de piste. Et vous voyez là, vous avez tous les drains horizontaux qui passent sous les installations, sous l'aérogare, sous les pistes. C'est un champ en production. Or, l'aéroport de Dallas a le même trafic que Charles de Gaulle. Imaginez une seconde Charles de Gaulle concédant des droits à un pétrolier d'aller forer quelques centaines de puits ou quelques dizaines de puits sous les pistes, sous les bâtiments. C'est impensable en Europe. Ça marche. Ça ne présente pas de risque réel. Donc, le dossier risque me paraît un dossier totalement disproportionné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Si les gens travaillent mal, il y en a. Vous pouvez faire des émissions de méthane dans l'atmosphère, vous pouvez faire des tas de choses pas agréables, mais si vous avez une législation correcte et des opérateurs qui sont surveillés par une administration compétente, ce n'est pas un problème. Alors, finalement, qu'est-ce que je dis sur l'acceptabilité? Il y a des contraintes qui sont un peu nouvelles par rapport aux hydrocarbures conventionnels, c'est gérable, ce n'est pas le cœur du problème. Le problème, c'est un problème de communication. Ce que je viens de vous dire, c'est un peu comme les gens des centrales nucléaires, expliquer à la commune d'à côté qu'il n'y a pas de vrai risque ou l'enfouissement des déchets nucléaires. Le dialogue est à peu près impossible pour des raisons, je dirais, de compétence. Alors, les États-Unis, on va passer vite, on va retenir simplement quelques éléments essentiels. Là, vous voyez l'extraordinaire progression. On voit que ça a démarré pour les gaz, en fait, en 2007 réellement, hein, et entre 2007 et 2015, donc, ou sur les 2005-2015, j'ai dit 10 ans tout à l'heure, vous voyez qu'on est parti de rien pour arriver à plus de 350 milliards de mètres cubes. Et je vous rappelle, les États-Unis, c'est 700 milliards de mètres cubes. Si on regarde le pétrole, alors là, on a un effet d'artefact par un des bassins importants, celui qui est en beige, qui est le Permien, où en fait, vous aviez des réservoirs classiques, et donc vous avez l'impression que ça démarre en 2007. En fait, ça démarre en 2010, parce que les réservoirs classiques ne devraient pas être sur ce schéma. Or, dans toutes les publications, ils sont dans le schéma. Donc, j'ai mis en pointillé bleu ce qui est des réservoirs de roche-mer à l'intérieur de cette zone du Permien. Vous voyez donc que ça démarre en fait en 2010 à peu près, donc en 5 ans, on a atteint à peu près 5 millions de barils de jour.
ou pas loin, 4,5 en fait, si on déduit la partie conventionnelle. Bon, je vais passer sur tout ça. Première conséquence de ce développement des gaz aux États-Unis, c'est le changement complet du niveau de prix et du régime des prix. Et là, on a une courbe extraordinaire. Vous avez le nombre d'appareils de forage, les rigs, qui forent des gaz de roche-mère aux US, c'est en rouge. Et puis vous avez, en petit trait beige très accentué, les prix du gaz. C'est un marché libre avec des prix de cotation. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle Henry Hub, dans le sud. Et vous voyez une espèce de parfaite corrélation entre le nombre d'appareils de forage et les prix. Et la corrélation, elle marche dans les deux sens. Donc c'est un problème d'œuf et de poule. C'est un peu comme le changement climatique et la teneur en CO2 de l'atmosphère. Il y a des gens qui disent « Ah, mais des fois, ça commence avant le CO2, des fois, c'est la température, patati patata ». C'est des choses qui sont autocorrélées. Il n'y a pas à chercher qui commence avant, qui commence après. Alors, il y a des périodes où on voit bien que c'est la hausse des prix qui entraîne une hausse d'augmentation du nombre de forages. Et puis après, on voit l'inverse. On voit que quand on se met à forer trop, ça entraîne la baisse des prix parce qu'on a saturé tous les marchés. Il n'y a pas de marché à l'export. C'est un marché fermé, le marché US, et on a écroulé les prix. Bon, retenez que, en gros, on a, par rapport au prix historique, on est à 3 fois plus bas aujourd'hui. On est à, je dirais, $2 le million de BTU, alors que c'était de l'ordre de 6. Et qu'en France, c'est de l'ordre de entre 8 et 10. Donc aujourd'hui, vous avez les prix américains qui sont de l'ordre du quart des prix français, des prix européens. Alors ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Du coup, les US vont devenir un exportateur de gaz. Ils s'étaient équipés pour devenir un importateur massif. Ils avaient construit une dizaine de terminaux de réception de gaz naturel liquéfié et ils sont en train de reconvertir ces terminaux en terminaux d'exportation en ajoutant des unités de liquéfaction à ces terminaux. Le premier rentre dans quelques mois en fonction, c'est Chenière à Sabine Pass. Je dirais 2016, c'est une espèce d'année tournant de l'industrie du gaz liquéfié. Pour la première fois, un terminal construit pour l'importation va exporter. Et un terminal construit pour l'exportation va importer, c'est celui du Sumatra Nord, d'Arun, en Indonésie. Donc vous voyez que la planification à long terme de cette industrie, pas évident. Les retournements de marché ont été brutaux. Bon, l'Europe, on a des conditions fondamentalement différentes. Des services et des coûts de forage plus élevés. On a un tissu beaucoup moins dense et beaucoup moins d'appareils. En clair, il y avait 1500 appareils qui tournaient aux États-Unis à terre et il y en avait moins d'un millier dans le reste du monde, dont moins d'une centaine en Europe. Donc 100 contre 1500, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez des réseaux de pipes très denses, vous avez le droit du sous-sol, etc., etc. Bon. Le fait qu'il y ait potentiellement des horizons à gaz dans le couloir rhodanien, et puis des horizons à huile dans le cœur du bassin parisien, ça c'est assez évident. Ce qu'on retiendra, c'est que dans le bassin parisien, il semble qu'une bonne partie de l'huile soit restée dans les roches-mères, d'après toutes les études dont on dispose. Et ça, c'est intéressant. Le problème, comme on vous l'a dit, c'est que la loi du 13 juillet 2011 interdit même les études, ce qui évidemment est, à mon sens, inacceptable. Le législateur peut très bien dire « j'y connais rien », il y a peut-être des risques, puisqu'il y a des gens qui disent qu'il y a des risques, je suspends toutes les opérations et j'étudie. Et j'étudie le nombre d'années qu'il faut. Par contre, on est allé, et ça aurait été parfaitement, je dirais, acceptable, légitime qu'un État dise « moi, je veux me protéger ». Mais de là à interdire, y compris les études, c'est parfaitement anormal. Bon, on va passer ces problèmes européens pour... J'ai été un peu long là, non? Ça va. On va passer sur les enjeux français. Les enjeux russes, on va passer complètement.
je voudrais retenir des choses qui sont d'application plus générale. Comme on a des déclins très rapides, vous voyez qu'il va falloir enchaîner beaucoup de puits pour obtenir, par exemple, un certain niveau de production. Il faut des niveaux stables pendant un certain temps pour justifier des réseaux de collecte avec un certain débit, une certaine capacité, des unités de traitement qui ont une certaine capacité. Donc on voit bien qu'une production pétrolière ou gazière, il faut la stabiliser si on veut que les coûts ne soient pas complètement erratiques. Là, c'est un modèle qu'avait fait l'IFP, et depuis, ils n'ont plus le droit, eux non plus, d'étudier. L'Institut français du pétrole, dont le statut prévoit qu'ils doivent étudier tout problème pétrolier ou gazier, eux aussi, 100% d'État, c'est un institut public, eh bien, ils n'ont pas le droit. Mais ils avaient fait ça avant de ne plus avoir le droit. Et ils avaient montré que si on voulait produire, par exemple, 60 milliards de mètres cubes, eh bien, il fallait avoir 1000 puits par an. Vous voyez, 1000 puits par an, c'est pas rien. Et qu'avec 1000 puits par an et un certain nombre d'hypothèses, vous obteniez 0,7 millions de barils jour. Et vous voyez, chaque couleur, c'est un puits. Et vous voyez que chaque puits décline à toute vitesse. Et donc, pour obtenir quelque chose de constant, eh bien, il faut enchaîner les puits les uns derrière les autres. C'est des puits, il faut qu'ils durent pas plus d'un mois. Vous en faites avec un appareil 10 à 12 par an, et vous les enchaînez les uns derrière les autres. C'est ça qui est vraiment la caractéristique de ces productions. Et voilà l'exemple réel du Bakken, qui reste, je dirais, le plus emblématique aux États-Unis. Et là, c'est par année, les familles de puits par année. Vous voyez qu'elles se superposent comme les courbes qu'on a vues. Et évidemment, dans chaque couleur, en fait, il y a des centaines de puits. Alors, une chose que j'ai essayé de retrouver sur le Bakken, à partir de ce qu'on appelle les roadshows, les présentations des sociétés qui exploitent dans cette zone, qui chaque année doivent présenter leurs actionnaires au moins 2 fois par an où ils en sont, on peut récupérer là-dessus des profils de décroissance. Alors le profil initial, c'était un profil par les administrations du Dakota qui donnait la courbe bleu foncé du bas, qui était lissée par la courbe rouge. Et puis on voit qu'en fait, ça c'était 2013, ça correspondait aux résultats 2012, puisque ça avait été fait en 2013. Et on voit que 1 ou 2 ans après, ça s'améliore. Et puis, dans la même formation, ça donne le déclin bleu, ce qui fait en production supplémentaire le bleu clair. Et puis, si on regarde les puits en 2014, eh bien, la récupération moyenne par puits, la nouvelle courbe de déclin, si vous voulez, l'équivalent de la courbe rouge initiale, c'est devenu la courbe en pointillé du haut. Et donc, on a fortement augmenté d'une trentaine de pourcents la récupération par puits. Et évidemment, ça revient, si les coûts sont restés constants, à baisser les coûts de 30%. C'est une façon différente de présenter les choses. Et là, je vais vous présenter deux graphiques que j'ai trouvés très, très parlants, qui ont été présentés l'an dernier par Schlumberger au grand congrès annuel où les pétroliers et les financiers se rassemblent à Londres, qui s'appelle Oil and Money. Et vous voyez là, en fonction des réserves ultimes, la courbe 0, 1500 milliards de barils, 3000 milliards de barils, jusqu'à 6000 milliards de barils, et puis les coûts de production moyens, de 5 à 100 $ le baril. Ce qui a déjà été produit, c'était en coût moyen une trentaine de $ le baril. Ce qui nous reste aujourd'hui, on a encore de l'huile bon marché, aux alentours de 20 $ le baril. Il y en a encore un peu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Le reste du conventionnel, il a un coût croissant. Alors c'est une échelle très très large. Il y en a depuis 15 $ le baril jusqu'à 80. Après, les ultra lourds, ça se promène entre 50 et 80-90. Et puis nos nouveaux venus, les light tight oil, ils étaient au départ entre 100 et 70. Mais la grosse différence, c'est les évolutions. Les évolutions, c'est les flèches bleu clair. Le conventionnel, il est à la hausse. On va chercher des trucs de plus en plus compliqués, de plus en plus profonds, des grandes profondeurs d'eau, l'Arctique, etc. Et puis les light tight oil, du fait du progrès technique, du fait de l'amélioration des récupérations,
la flèche bleue est dans le sens inverse. Et là, c'est la courbe que je trouve le diagramme peut-être le plus important pédagogiquement. C'est la même chose, mais détaillée année par année, 2009 à 2013. On vous donne comment ça a été calculé. On va oublier ça, on ne va pas en parler. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les conventionnels, on est passé de 38 $ le baril en 2009 à 40, à 46, etc. On finit en 2013 à 60 $ le baril de coût moyen, coût complet. Et puis, nos light title, ils partent de 93 et ils aboutissent à 58. Ils suivent exactement le chemin inverse. Donc les deux flèches bleu clair que je vous ai montées, là, vous les avez justifiées année par année avec la méthodologie de calcul. Et ça, je crois que c'est un message absolument clé. Hein. On a aujourd'hui une nouvelle source de pétrole compétitive avec les sources traditionnelles. Compétitive, mais avec une structure de coût complètement différente, parce que dans le pétrole traditionnel, vous faites en gros l'investissement avant, et après vous avez très peu de coûts opératoires. Les light title, comme vous forez sans arrêt, il n'y a pas beaucoup d'investissement préliminaire, mais il y a un investissement annuel qui est en fait l'équivalent d'un coût opératoire. Donc vous avez des chiffres similaires, mais des structures de coûts complètement différentes, et évidemment, ça a un tas de conséquences. On va passer sur les améliorations technologiques, l'amélioration des temps de forage, l'augmentation de la longueur des drains, l'augmentation du nombre des fracturations, l'augmentation des pressions des tonnages de propan injectés, les pressions de fracturation elles restent les mêmes. Deux idées qui s'ajoutent à ce que je viens de vous dire avec les diagrammes en bâtonnet là, présentés par Schlumberger, c'est que chaque plaie a des caractéristiques moyennes différentes. Et là, vous avez tous les grands plays américains à huile, et on voit que ça va depuis 40 $ le baril en moyenne à 60 en moyenne. On retrouve le chiffre là de 60. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur d'un même play, là on prend le Bakken, hein, eh bien il y a des sweet spots, les zones qui sont réellement économiques, avec des prix de revient moyens très très variables. Vous voyez, ça va de 28 $ le baril à 85 à l'intérieur du même play. Et donc, bien évidemment, quand les prix se cassent la figure, eh bien, tous ceux qui sont non économiques, tous ceux qui sont au-delà de 50 $ le baril, ben, vous arrêtez. Et vous réduisez fortement votre nombre d'appareils de forage, et ceux que vous gardez, vous les mettez sur les parties les plus prolifiques. C'est exactement comme les mineurs dans les mines métalliques. Quand les prix sont bas, on se concentre sur les parties les plus riches, on fait le dos rond pendant que ça se passe. Encore 10 minutes, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2014-2015 ? Eh bien, nos fameux hydrocarbures, le gaz, j'y reviendrai plus. On a vu que ça a fait écrouler les prix du gaz américain, que ça donne une compétitivité à l'industrie américaine. On va se concentrer sur le pétrole, parce que 2014-2015, c'est vraiment un problème de pétrole. Nos nouveaux pétroles, ils sont quelque part à la fois la cause et la victime de ce qui s'est passé. Et on va regarder les deux aspects. En quoi sont-ils la cause, en quoi sont-ils la victime ? Alors d'abord, il y a une présentation politique. C'est celle qu'a retenue la presse parce que c'est la plus évidente. C'est les pays de l'OPEP et en particulier l'Arabie Saoudite ont décidé de se payer les nouveaux concurrents, les Américains qui font des pétroles de roche-mère. Et il y a eu plein de cartoons de ce type. Voilà, j'en ai pris un dans une revue financière, Money Week, puis The Economist, qui est le journal de référence sur l'économie en Angleterre. Shale versus Shale. Alors effectivement, c'est bien comme ça. Si vous regardez la Ligue 1, la Ligue 1, c'est ceux qui produisent 12 millions de barils jour, ou qui peuvent produire 12 millions de barils jour. La Ligue 2, c'est 6, et la Ligue 3, c'est 4 et moins. Hein. Alors, en Ligue 1, vous avez l'Arabie, la Russie, puisque j'ai appelé USSR, hein, l'ancien nom de l'URSS, mais en fait, ça veut dire US Shale Resource. Et ces trois-là, c'est entre eux que se fait le jeu. Les autres, ils regardent, ils sont spectateurs et ils subissent. Et effectivement, ce qui s'est passé,
Une première lecture politique, c'est de dire l'OPEC, c'est elle qui est à la cause de tout. Je crois que c'est une lecture erronée. Alors, quand on regarde la façon dont ça s'est passé, on voit d'abord que le prix du brut, c'est quelque chose par nature très instable. Et vous avez, vous voyez, à chaque fois, des événements politiques qui montrent, qui expliquent en partie certaines pics d'instabilité. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on lisse cette courbe, on a eu une montée depuis le début des années 2000 très forte qui nous a amené à plus de $100 le baril. Une chute en 2008 qui était liée à une crise économique qui n'avait rien à voir avec le pétrole, mais qui a été une récession. Donc, d'un seul coup, la demande a chuté, puisque toutes les productions de toutes les industries ont chuté cette année-là. Le prix a baissé magistralement. Et puis, hop, on est remonté et on s'est stabilisé autour de $100 le baril, entre 100 et 110, pendant 3 ans. Et puis, à l'été 2014, ça chute. Et en 6 mois, on chute de peu près 50%. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a aucune décision de l'OPEP à l'origine de cette chute. L'OPEP n'intervient qu'une fois cette chute faite, en novembre. Et là, pour la première fois, toute la communauté financière et pétrolière avait l'habitude que l'OPEP, quand ça se produisait, une chute des prix, disait on va diminuer un peu la production pour que ça remonte, pour préserver nos revenus, a changé de pied, a changé de stratégie, et pour la première fois a décidé, non, on laisse le marché faire, parce que c'est notre intérêt à long terme. Notre intérêt à long terme, c'est que les nouveaux concurrents disparaissent pour un moment. Et je crois que ça, c'est une décision rationnelle. Bien évidemment, elle avait des intérêts politiques également. Il est évident que pour l'Arabie saoudite, au-delà de donner une leçon et freiner la concurrence américaine, affaiblir l'économie iranienne, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, l'ennemi traditionnel, et en tout cas en ce moment, et de casser aussi un peu les reins des Russes, qui sont quand même le support numéro 1 de l'arc chiite, de l'Iran jusqu'au Hezbollah, en passant par la Syrie et l'Irak. C'est évident que tous ces aspects-là existent, mais ils ne sont pas la cause initiale de la chute. La cause, c'est un niveau de production qui, compte tenu des nouveaux venus américains, 4,5 millions de barils jour, je vous ai dit, en 2014, ça veut dire qu'entre 2010 et 2014, les États-Unis ont couvert 100% de l'augmentation de la demande mondiale, laissant 0 place aux autres. Évidemment, ça ne pouvait pas durer éternellement, parce qu'il a suffi d'un léger ralentissement économique pour que la production se retrouve en porte-à-faux au-dessus de la demande. Et ça, dans le pétrole, le seul rétablissement, c'est par les prix. Et comme il y a une élasticité prix faible en instantané, il vous faut une forte chute pour rétablir l'équilibre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la politique, elle, n'a fait que renforcer en disant on n'intervient pas. Voilà. Donc ça, c'est un détail, je dirais, où on détaille année par année. Et là, cette présentation, l'intérêt, c'est que vous pouvez comparer la chute en rouge liée à la surproduction des années 2014-2015, ça va jusqu'à novembre 2015, c'est donc maintenant, et la chute est celle en bleu de 2008-2009 liée à une récession temporaire où on voit qu'après 2009, les prix se rétablissent. Alors là, c'est un zoom au 15 novembre 2015, donc c'est hier, qui résume tout ce qui s'est passé pour l'industrie américaine. Je vous ai dit, elle a été la cause, elle est aujourd'hui la victime. Vous avez en rouge la production totale américaine, vous avez en vert la production d'huile de schiste, et vous avez en bleu le nombre d'appareils de forage qui forent des objectifs pétrole de Rochemer. Là, vous voyez qu'on avait 1600 appareils de forage qui foraient des pétroles de Rochemer juste avant la chute des prix, et puis maintenant, on en est à 600. On a baissé de nettement plus de la moitié le nombre d'appareils de forage. En fait, on a baissé des 2 tiers le nombre d'appareils de forage
qui force les objectifs aux US. C'est donc une réaction extrêmement rapide. Et là aussi, c'est très caractéristique de l'industrie américaine. On avait été capable de mobiliser sur des objectifs qui n'existaient pas quelques années avant, 1500 appareils en quelques années, hein, c'est-à-dire que plus que tout le reste de la flotte mondiale d'appareils, et puis on la démobilise aux 2/3 en même pas un an. Bon, quel est l'avenir? On ne sait pas combien vont durer les prix bas. J'appelle prix bas quelque chose comme entre 40 et 60 pour le Brent. Est-ce que c'est encore un an ou 3 ans? Est-ce que ce niveau de prix va réguler la production de shale oil américain et le développement? Les cours qu'on vient de voir montrent que la régulation commence à jouer. La chute de ces productions américaines est maintenant enclenchée depuis 3 mois. Comment se fera la remontée? Il y aura forcément une remontée, puisque le déséquilibre offre-demande va apparaître quelque part. On ne sait pas si... Et là, ça sera l'offre qui sera insuffisante par rapport à la demande. On arrête massivement tous les projets frontières, tous les projets dont les prix de revient sont au-delà de 70 $ le baril sont scrappés ou mis en attente, mis sur le frigidaire. Et donc, à un moment, on aura un déséquilibre dans l'autre sens. Mais on ne sait pas quand, et on ne sait pas à quel niveau l'équilibre peut se rétablir. Parce qu'il y a à la fois des facteurs macroéconomiques, la croissance mondiale, l'économie mondiale, ça joue forcément sur la demande. Vous avez les contraintes qui résulteront peut-être après-demain de la COP 21. Est-ce qu'il va y avoir une pénalité carbone importante, suffisamment importante pour toucher le pétrole? Personne n'en sait rien. Ça serait très étonnant, mais vous ne pouvez pas l'exclure complètement. Donc on voit qu'il y a toute une série de contraintes. Mon opinion, c'est de privilégier à nouveau un prix d'équilibre vers 100 $ le baril en dollars d'aujourd'hui, hein, et d'ici 2-3 ans. Et voilà une prévision. Là, je me lance beaucoup, mais c'est un article qu'on sort cette semaine avec mon ancien professeur qui a 92 ans, Alain Perrodon, qui a été le grand géologue pétrolier français d'après la Seconde Guerre, et qui a été mon professeur. Vous voyez, moi j'ai 74 ans, il en a 92, et on sort une vision sur ce que seront les productions et les prix. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins on prend date. On pourra en parler si ça vous amuse. Ça sera publié dans 3 revues, dans la revue française de l'énergie, dans la revue Géochronique, et puis dans Géologue. Et voilà la même chose sous forme graphique. Vous voyez là le conventionnel en vert clair, les ultra-lourds en vert foncé, le shale oil ou light tight oil en jaune. Notre pari, c'est d'abord qu'on est au pic du conventionnel. Le pic, tout pétrole confondu naturel, c'est une espèce de semi-plateau qui va durer une dizaine d'années entre 2020 et 2030. Après, on rentre dans un déclin lent. Et le déclin est ralenti grâce au pétrole non conventionnel. Donc, il joue quand même un rôle important. Voilà, petit bouquin donc, que j'ai fait sur le sujet où il n'y a pas les derniers développements, parce qu'il a maintenant un peu plus d'1 an. Voilà, je les vends les 2 pour 10 € parce que ça va à une bonne œuvre. Et c'est pour que vous en donniez un à quelqu'un qui est un adversaire et qui a besoin d'être informé. Et moi, là-dedans, je ne touche rien. Voilà. Et c'est fini. Question.